Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui les auditions conduites dans le cadre de notre mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Alexandre Lebrun, cofondateur et directeur général d'AMI Labs, et M. Laurent Soli, cofondateur et directeur des opérations de la même société, ainsi que Mme Borton Bouvet et M. Trépose qui les accompagnent. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur l'impact des intelligences artificielles, en particulier génératives, sur la culture et sur l'éducation. Votre société cherche à dépasser les limites des grands modèles de langage en développant des Word Models. Peut-être pourrez-vous nous en dire un mot et en quoi ces modèles se diffèrent-ils des modèles existants? Quelles limites tracer au développement de l'IA dans le secteur culturel, dans le système éducatif, mais aussi en population générale? Nous disposons de 45 minutes. Je vous cède donc dès à présent la parole pour un propos liminaire de 5 à 10 minutes. Et ensuite, Madame la rapporteure vous posera les questions qu'elle a préparées à votre intention. Je vous en prie, pour prendre la parole, vous appuyez sur le bouton et puis vous avez la parole. Merci beaucoup de votre invitation ce matin. Donc je vais peut-être commencer par présenter un peu ce qu'on fait chez AMI Labs. Pour repasser un peu le contexte, l'IA actuelle a été vraiment inventée principalement par 3 personnes dans le monde, les 3 pères fondateurs du domaine. L'un d'entre eux est français et s'appelle Yann Lequin. Vous connaissez peut-être le nom. Donc Yann a passé 13 ans en tant que patron de l'IA chez Facebook, qui est maintenant Meta. C'est un chercheur très reconnu qui a eu le Turing Award, donc l'équivalent du prix Nobel pour les sciences informatiques. Et Yann, depuis quelques années, a été de plus en plus convaincu que les grands modèles de langage, pour autant puissants qu'ils soient, ne mènent pas à une intelligence artificielle générale et plus intéressante que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc Yann a développé, alors il n'est pas seul, hein, un groupe a développé une idée d'une architecture de modèles différentes qu'on appelle des modèles de monde, ou world model. J'en parlerai un peu plus après, qui est une alternative en fait qui complète les grands modèles de langage. Il y a à peu près 6 mois, Yann s'est convaincu que le meilleur endroit pour mener à terme ses recherches, c'est de les appliquer dans le monde, avec des produits, un impact réel dans le monde. Le meilleur endroit n'était pas forcément l'entreprise Meta, mais de le faire dans une start-up, dans une entreprise indépendante. Et donc il a décidé de monter une équipe, une structure, pour porter ce projet à bien. Donc Yann est toujours basé aux États-Unis, mais il est français, il est professeur à NYU à temps partiel. Il a choisi de monter cette structure en France. Alors on l'a appelé Advanced Machine Intelligence en anglais, mais l'acronyme fait AMI, et c'est un petit clin d'œil voulu, pour développer ces world models. Donc un petit mot technique peut-être, les grands modèles de langage, comme vous le savez, fonctionnent avec des séquences de symboles qui sont en général des tokens, donc qui représentent des mots par exemple, ou des symboles mathématiques ou du code informatique. On apprend à un modèle la langue. Or, la langue décrit le monde. La langue n'est pas le monde. On peut être très intelligent, les animaux sont très intelligents, les enfants, avant de savoir parler, ont une très bonne compréhension du monde, sont capables de faire des choses utiles, d'avoir un comportement pertinent, sans pour autant avoir la moindre notion de langue, de langage au début. Donc c'est un peu un raccourci en fait. On a appris à des modèles à manipuler de la langue, on leur fait faire des choses extrêmement utiles pour résumer des informations, générer du texte, aller chercher des informations, faire du chat sur le chat GPT, faire des maths, écrire des programmes informatiques. On peut un peu utiliser ces mêmes principes pour générer des images, voire générer certaines vidéos, mais tout est basé sur la langue. Le credo des world models, c'est que si on est plus ambitieux, on ne peut pas faire ce raccourci, et on doit enseigner à un modèle d'IA une expérience directe du monde. Voilà, et ne pas lui dire voilà comment je décris le monde dans ma langue et manipule ça, mais apprends toi-même à partir de la vision, du son,
des sens, à travers des capteurs, des senseurs. Fais-toi ta propre idée du monde. Donc c'est ce qu'on appelle une représentation du monde qui est construite par le modèle. Et une fois que le modèle a, par observation, construit son expérience, sa représentation du monde, il va pouvoir faire des prédictions et donc des plans, prévoir une séquence d'actions qui mène à un état du monde souhaité. Et donc ça, c'est une intelligence qui, on le pense, est beaucoup plus proche du fonctionnement des animaux et notamment des humains. Donc en résumé, un world model, c'est une approche plus ambitieuse, puisqu'on on essaie de repartir de zéro, sans tricher à l'aide de la langue. Et si ça fonctionne, en fait, on va apprendre des concepts, le modèle va apprendre des concepts de plus en plus sophistiqués qui mènent tout en haut de l'échelle, alors qui partent des objets simples. Hein. Un bébé, dès l'âge de 4 mois, en fait, si vous prenez un objet et que vous le lâchez et que l'objet ne tombe pas, le bébé est surpris. On peut mesurer la dilatation des pupilles. Donc il a déjà un modèle de la gravité. À 4 mois. Hein. Et c'est très très consistant à travers les différents enfants, les différentes cultures. Donc on part de choses simples. Au début, on apprend à nos modèles, enfin ils apprennent tout seuls des choses comme ça. Et puis on apprend des concepts de plus en plus sophistiqués qui vont mener tout en haut de l'échelle la hiérarchie des concepts aux notions de culture, de société, de religion, de philosophie. Voilà. Donc voilà le chemin qu'on a entrepris chez AMI. C'est un chemin ambitieux, donc Yann a réuni une équipe dont nous faisons tous les 4 parties. C'est 45 personnes aujourd'hui, 6 mois après la création. Ça demande beaucoup de calcul, donc de puissance de calcul, donc beaucoup d'argent. Donc on a fait une levée de fonds de un peu plus d'1 milliard d'euros pour financer le début de ce projet. On s'est installé dans 4 villes, donc à Paris, donc le siège social de l'entreprise est en France, c'était une volonté très forte de Yann, mais nous avons des équipes à Montréal, à New York et à Singapour, donc on construit une entreprise globale, avec une entreprise européenne à empreinte globale dès le début. Voilà, c'est très important pour ce qu'on fait. On a fait très attention quand on a levé ce milliard d'euros de ne pas prendre plus de 30% d'argent américain. Aujourd'hui, si vous cherchez 1 milliard et que vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est facile de les trouver. Enfin, c'est facile. C'est plus facile de les trouver aux États-Unis ou en Chine qu'ailleurs. On a fait cet effort de répartir nos fonds, donc à peu près 1 tiers États-Unis, 1 tiers Europe et 1 tiers Asie, voilà, principalement Singapour et Corée et d'autres pays, pour avoir cet équilibre et ne pas être, comme on en reparlera, je pense, l'IA aujourd'hui, c'est les US et la Chine. C'est très dur de ne pas être... la plupart des projets ambitieux sont portés soit par les Américains, soit par les Chinois, et on est un peu écrasé. Donc on essaye, dès la construction d'entreprise, de ne pas tomber dans ce système. Voilà. Et pour terminer sur cette introduction, les world models ne sont pas des modèles génératifs. Voilà, comme ce qu'on a aujourd'hui. Un world model ne cherche pas à écrire du texte ou à générer une image ou à générer une vidéo à la manière de quelque chose qui existe. Un world model essaie d'abord de comprendre le monde, donc c'est le sens inverse. On essaie d'absorber, de comprendre comment fonctionne le monde pour ensuite être utile dans ce monde. Mais c'est très différent, ce n'est pas génératif. Voilà. Les applications typiques qu'on a en vue sont, par exemple, dans la robotique. Les robots, aujourd'hui, commencent à être assez doués en termes de physique. Voilà. Le hardware est bon. Par contre, ils sont extrêmement bêtes. Vous voyez, les robots, on a des robots industriels qui font une tâche unique toute la journée, et encore, ça prend beaucoup de temps pour les programmer, en fait, pour leur faire ça, mais qui, mis en face d'une situation nouvelle, sont incapables de savoir quoi faire, et donc ça limite extrêmement leur application. Les world models, par exemple, sont une solution pour fournir un cerveau, un cortex, en fait, assez robot. Voilà. La voiture autonome, on a utilisé plusieurs dizaines de millions d'heures de vidéos, de situations pour les entraîner, et encore, ça marche à San Francisco, mais je ne pense pas que ça marchera à la place de l'Étoile à Paris. Alors un humain apprend en 15 heures. En 15 heures de conduite, vous savez conduire. Voilà, donc on n'est pas câblé comme une IA générative, et c'est ce qu'on essaye de découvrir dans le cadre de AMI Labs. Oui. Alors, on passe directement aux questions.
parce que c'est Merci beaucoup. Notre mission d'information s'intitule Création, diffusion et acquisition de connaissances, comment l'IA transforme notre éducation et notre culture. Et d'après ce que je comprends de la création des world models, des modèles de monde, en fait, il va falloir que le modèle acquiert ses connaissances du monde. Et je voulais savoir, vous donner l'occasion d'un peu plus nous expliquer comment il va pouvoir le faire. Puisque, comme vous l'avez bien souligné, aujourd'hui, les LLM utilisent, on leur fournit du langage, mais aussi d'autres choses pour qu'ils comprennent le monde. Comment ces modèles vont pouvoir faire l'acquisition de connaissances de l'expérience du monde? Ça, ce sera ma première question. Si vous pouvez un peu plus rentrer dans la technique, comment on entraîne un world model à pouvoir mieux comprendre le monde? Alors aujourd'hui, l'entraînement initial, qu'on appelle pré-training, d'un modèle très généraliste, en fait, se fait d'abord principalement par la vidéo. Donc on va montrer, alors c'est un apprentissage qu'on appelle auto-supervisé. Donc on n'a pas besoin d'étiqueter des vidéos pour lui dire voilà ce qui se passe, etc. On lui montre juste. Et le modèle s'entraîne, exactement comme un enfant, à prédire. Par exemple, il va voir les 10 premières secondes d'une vidéo, et cherche à prédire ce qui va se passer dans les 5 secondes qui suivent. Et s'il ajuste, ça renforce ses croyances et la structure qu'il avait commencé à construire pour ce monde. Et s'il a faux, il va remettre en cause. Donc c'est pour ça que c'est auto-supervisé. On s'entraîne à prédire. Voilà. Et le modèle est surpris quand quelque chose arrive qu'il n'avait pas prévu. Il est surpris et ça va mettre à jour ses connaissances. Encore une fois, le plus proche. On ne comprend évidemment pas complètement comment marche le cerveau. Mais on essaie ça se rapproche un peu de comment on pense que l'apprentissage se passe. Donc c'est des vidéos et non étiquetées, et on se base aujourd'hui sur des datasets publics de vidéos dont les droits permettent de faire ça. Quand on va continuer d'avancer, on va sans doute aller chercher des vidéos plus spécialisées et là travailler avec des partenaires qui peuvent nous les fournir. Voilà, aujourd'hui on n'est pas encore à ce stade. La discussion avec les ayants droit éventuels est beaucoup plus simple dans ce type d'IA, parce que c'est pas une IA générative. Je vais pas prendre vos vidéos, vos images, pour refaire des images qui vont concurrencer ou copier les vôtres. Voilà. Donc là, la discussion avec les fournisseurs de data sont plus simples par rapport à ça, dans le sens où on ne cherche pas à entrer en concurrence avec eux. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a une phase de post-training. Donc si ensuite vous voulez, par exemple, appliquer un world model pour un robot qui va assister un aide-soignant à l'hôpital, là, on va aller chercher dans l'hôpital qu'il va utiliser des vidéos spécifiques du métier. Et c'est la phase d'apprentissage a posteriori, de spécialisation. Et là, on aura des vidéos beaucoup plus... voilà, et dans un domaine plus étroit, qui correspond à ce qu'on cherche à faire au modèle. Merci beaucoup. Alors, vous avez fait la différence entre l'entraînement des LLM d'IA générative qui peuvent utiliser des données qui sont des contenus culturels pour créer finalement des outputs concurrentiels. Se pose quand même la question dans l'entraînement, et vous avez parlé du pré-training et ensuite vous avez parlé de l'autre phase. Je reprends l'exemple des aides-soignants. Est-ce que ça veut dire que les aides-soignants actuels vont pouvoir se voir filmer, avoir éventuellement une rémunération, parce que tout l'enseignement de leur savoir-faire et de leurs gestes vont pouvoir, pas forcément les remplacer, puisqu'on sait qu'on va avoir des besoins pour accompagner l'ensemble, mais est-ce qu'ils vont pouvoir percevoir une rémunération? Est-ce que vous pouvez garantir qu'ils ne soient pas remplacés, puisque vous l'avez souligné vous-même, les avancées de la robotique font que tous les métiers peuvent être appréhendés. Comment on va faire ce partage de la valeur, puisque, en gros, comment combiner le fait d'acquérir les bons gestes, mais en même temps de garantir que quelques années après, ceux qui ont fourni ces gestes ne soient pas remplacés et qu'ils soient justement rémunérés? Alors en fait,
D'abord, alors il ne faut pas confondre le job et la tâche. Voilà, dans un job, on fait plein de tâches, et certaines sont pénibles, dangereuses, font qu'on n'a pas assez de gens qui veulent faire ce métier, et je pense que c'est le métier et les tâches, pardon. Et je pense que c'est le cas pour les aides-soignants ou les gens dans les EHPAD. On n'en a pas assez. On n'arrive plus, les métiers sont extrêmement pénibles, pas très bien payés, les gens restent quelques mois et repartent. Et ça, c'est un gros problème de notre société, qui va aller en s'empirant. Donc, on ne parle... Alors je dis, je sais que c'est un peu cliché, désolé, mais on ne parle pas de remplacer des métiers, mais plutôt de faire certaines tâches qui, dans ce métier, encore une fois, sont pénibles ou dangereuses ou... voilà. Et dans l'exemple d'un aide-soignant, c'est vraiment le cas. Vous avez notamment, alors mon entreprise précédente travaille dans la santé, donc depuis 8 ans, donc j'ai beaucoup travaillé avec des hôpitaux. J'ai passé beaucoup de temps dans les chambres, dans les hôpitaux, et en fait, voilà, les aides-soignants sont les premiers motivés pour ne plus faire certaines des tâches. Ce qu'eux aiment, c'est le contact des patients. C'est là qu'on a envie de garder l'humain, évidemment, des familles, des actes de soins. Mais en fait, pour un acte de soins, aujourd'hui, vous avez 3 actes qui sont plutôt de l'ordre du ménage physique, voilà, que personne ne veut faire. Donc on voit vraiment, en l'occurrence, des robots plus intelligents comme une solution pour ce problème, plutôt qu'un problème avant de penser à remplacer un soignant, ce qui n'est pas souhaité. Voilà, on a beaucoup de choses qu'on peut vraiment améliorer dans le problème. Cela dit, ce que vous avez dit est vrai. Si on veut faire ce projet, de toute façon, il faut impliquer les personnes concernées. On ne va pas apprendre à faire certaines tâches de leur métier dans leur dos, les rémunérer, ça ne marchera jamais, parce que personne ne sait faire ce métier autre qu'eux. Voilà, c'est eux qui savent. Et c'est vrai pour tous les projets d'IA, en fait. L'IA, quand un déploiement réussi d'IA n'est jamais pensé par les ingénieurs dans leur bureau. Un déploiement réussi d'IA, c'est parce que ce sont les gens qui en ont besoin. Par exemple, le comptable, est la seule personne qui peut dire « Ok, je vais utiliser l'IA comme ça, parce que dans ma comptabilité, c'est ça qui me pose problème, et voilà, c'est jamais un ingénieur. » Et alors, je m'écarte un peu du sujet, mais pourquoi depuis 6 mois, avec des choses comme Claude, par exemple, en fait, on a une explosion du déploiement dans les entreprises, parce que finalement, les modèles sont devenus utilisables par le commun des mortels, et donc c'est sorti du bureau d'ingénierie. Et c'est la seule manière de réussir un déploiement, et ce sera encore plus vrai dans ce dont on parle aujourd'hui. Monsieur Soli. Oui, peut-être vous donner 2 exemples sur votre question, avec la conviction, comme l'a dit Alexandre, que pour nous, une tâche automatisée n'est pas un métier supprimé. Et un exemple assez connu qui est évoqué aujourd'hui en 2026, c'est qu'un des pères fondateurs de l'IA, comme Alexandre l'a rappelé, Geoffrey Hinton, avait dit il y a 10 ans, en 2016, arrêtez de former des radiologues, ils seront obsolètes dans 5 ans. Et cette année, il y a une étude assez intéressante de l'American College of Radiology qui a en réalité noté que les prédictions de cette profession aux États-Unis montraient que le nombre de radiologues entre 2023 et 2025 avait progressé de 40% aux États-Unis. Et que pourquoi l'ont-ils dit? Parce qu'en réalité, l'IA a rendu l'imagerie médicale plus précise, plus rapide, que les hôpitaux ainsi et les radiologues ont permis d'accueillir beaucoup plus de patients, et que la demande en radiologie, en réalité, a augmenté. Et je crois que le point qui vient d'être fait sur tâches et métiers est extrêmement importante. En automatisant certaines tâches, vous pouvez, au contraire, développer un certain nombre de métiers. L'exemple de la robotique en Europe aussi est intéressant. C'est un débat assez ancien qui a eu lieu il y a à peu près 20 ans. Si vous prenez l'Allemagne, c'est le pays le plus robotisé d'Europe. Il y a à peu près 400 robots industriels pour 10 000 employés. En France, c'est 180 robots pour 10 000 employés. Il y a une grande vague d'automatisation, de robotisation en Europe. Et l'Allemagne avait à l'époque choisi, à peu près 30 ans, de robotiser plus fortement son industrie. Si vous prenez en 2024 les chiffres de l'industrie manufacturière, comparés de l'Allemagne et de la France, c'est assez intéressant. L'industrie manufacturière en Allemagne contribue à près de 20%
de la valeur ajoutée brute en Allemagne. C'est 2 fois moins en France. Voilà, j'arrête là parce qu'on pourrait vous donner beaucoup d'exemples. Donc, dans la vision dont on voit les choses, et dans ce mouvement extrêmement fort de l'intelligence artificielle, et notamment pour le monde physique, ce que l'on veut faire, on pense au contraire qu'il y a des opportunités d'automatiser un certain nombre de tâches, de dégager de la productivité pour les entreprises, et donc, en réalité, de croître et d'embaucher plus de personnes et de se développer sur d'autres marchés. Alors, on a parlé de différentes professions, les aides-soignants, les radiologues. Vous imaginez bien que je vais en venir à la profession de professeur, puisque notre mission d'information porte notamment sur l'éducation. Alors, si nous pouvions imaginer que la contribution des modèles de monde puisse être aussi dans le domaine éducatif, qu'est-ce que cela pourrait être? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? On voit aujourd'hui que l'IA est utilisée par les membres de la communauté éducative, que ce soit professeurs, élèves. Aujourd'hui, comment pourrait être la contribution des world models à l'éducation? On ne pense pas qu'elle sera très court terme, étant donné qu'on repart donc du début, vraiment de la base des choses, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Et là où un humain va apprendre en quelques années, voilà, on a sans doute besoin des mêmes années pour entraîner nos modèles, avant qu'ils aient, on pense, un impact significatif dans l'éducation. Cela dit, en étant optimiste sur l'évolution, ces modèles qui cherchent à comprendre le monde, à découvrir les relations de causalité, pourront, une fois arrivés dans ces strates un peu plus hautes dans la hiérarchie des concepts, pourraient être très utiles pour aider un élève à comprendre les choses à partir d'observations et pas juste en manipulant des mots dans un livre. Donc je pense que l'impact de l'IA générative sera sans doute plus fort, enfin est déjà extrêmement fort aujourd'hui. Les world models arriveront beaucoup plus tard et avec sans doute un complément, une approche complémentaire intéressante, qui sera plus dans le comment comprendre, faire sens des choses. Pour aller un petit peu plus loin, on a ce qu'on apprend quand on est dans l'enseignement primaire, secondaire, mais effectivement, la promesse des modèles, c'est aussi de mieux nous permettre de comprendre le monde. Et donc là, c'est aussi pour l'enseignement supérieur et la recherche. Comment vous imaginez la contribution de ces modèles dans l'approfondissement de notre connaissance des phénomènes physiques, chimiques du monde? Alors ça c'est vraiment dans la ligne de visée directe. On a des phénomènes où, aujourd'hui, même si on connaît les formules physiques et mathématiques qui décrivent, enfin les lois qui décrivent, le système est trop complexe pour le modéliser complètement. Même quelque chose qui pourrait paraître simple comme un réacteur d'avion, en fait c'est un phénomène, c'est un système qui est avec tellement de paramètres, tellement complexe, que même si on connaît localement la formule mathématique de chaque élément, on ne peut pas le modéliser complètement. Donc on parle souvent de jumeaux numériques, quand on essaie de reconstruire un système, et ça peut être un réacteur d'avion, ça peut être une ville, ça peut être un système social, quand on essaie de le reconstruire dans un logiciel, pour qu'il se comporte comme la réalité, et après, une fois que j'ai cette simulation, je peux chercher des optimisations, faire des prédictions, établir des scénarios, qu'est-ce qui se passe si cela arrive, etc. Et ça, la limite actuelle de ces jumeaux numériques, c'est qu'on arrive à des calculs impossibles à faire. Il y a trop de formules, il y a trop d'éléments imbriqués, et on ne peut plus les faire. Les world models sont une promesse, sans doute, en tout cas on le pense chez Amilab, c'est une solution à ça, dans un sens où si on a besoin de faire des prédictions dans un système comme ça, on ne va pas chercher à le modéliser mathématiquement, on va juste l'observer suffisamment longtemps, et le modèle va se construire une représentation de comment fonctionne ce système, et à partir, une fois qu'on a cette représentation, on peut faire des simulations, des optimisations. Voilà. Donc on a appliqué à la chimie, appliqué à l'optimisation industrielle, appliqué à tous ces problèmes d'optimisation qui ne sont pas résolus aujourd'hui, on
pense avoir un impact très fort. Là, j'ai parlé de la robotique comme exemple au début, mais ce n'est pas le seul domaine d'application, et ça, c'en est un, clairement. Très bien. Alors, j'aurais une question de fond. À vous entendre, j'ai l'impression qu'en fait, vous cherchez à reproduire un modèle humain, en fait. Alors pourquoi ne pas avoir appelé votre entreprise plutôt que World Models, Human Models, d'une part, enfin, c'est un peu une boutade, mais je suppose que vous travaillez avec les neuroscientifiques, puisque quand vous parliez tout à l'heure de l'enfant de 4 mois qui est interloqué lorsqu'un objet ne tombe pas selon les lois de la physique, ça me fait penser à un livre que je lis en ce moment de Stanislas Dehaene sur la géométrie dans le paléolithique, n'est-ce pas, où il y a un rectangle à côté d'une description d'un cerf. Et donc l'idée, c'est que nous aurions dans notre cerveau des structures mathématiques, en fait, sans le savoir, que nous pouvons développer tout au long de l'éducation, évidemment, de la science. Donc la question, c'est vrai, c'est une question un peu provocatrice. À quoi bon vouloir reproduire le cerveau humain, puisque nous en disposons? Tout à l'heure, vous parliez du rond-point de l'étoile. Effectivement, pour un apprenti conducteur, il faut 1 heure, 2 heures pour avoir compris le système. Et encore, ça va parfois beaucoup plus vite. Et une voiture automatique, une Tesla automatique, par exemple, elle va mettre peut-être des centaines d'heures, des milliers d'heures à comprendre comment ça se passe et à pouvoir emprunter le rond-point de l'étoile sans accident. Donc, quel est l'intérêt, au fond? Quel est l'intérêt de devoir reproduire le cerveau humain? Je pense, voilà, alors c'est... D'abord, je pense qu'il faut rester humble par rapport au cerveau humain. Même si tout ce qu'on fait marche, dans 10 ans, je pense qu'on sera encore très loin. Ce sera différent. On fait une machine. On essaye de s'inspirer de certaines choses qui ont été observées. Stanislas Dehaene est assez proche de Yann Lequin. Je pense que Yann a été très influencé par lui et par d'autres, les neurosciences en général. On essaye surtout de dépasser les limites des machines actuelles, plus que de construire un clone d'humain. Voilà. Et pourquoi dépasser les limites des machines actuelles? Voilà. Aujourd'hui, par exemple, si prenons une centrale nucléaire, voilà, est-ce qu'on est intéressé d'optimiser le rendement d'une centrale nucléaire? Est-ce qu'on est intéressé de limiter les risques, de mieux prédire les problèmes qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'on est intéressé d'améliorer notre défense en face de menaces grandissantes qui vont utiliser l'IA différemment? Je pense que oui. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'on a en objectif. Et si on peut s'inspirer de certaines choses remarquées par les scientifiques, les neuroscientifiques pour y arriver, je pense que c'est une méthode. Voilà, mais l'objectif ne sera pas de... justement, je pense que l'IA, moi ça fait 25 ans que je fais des startups et des entreprises dans l'IA, on est souvent cette tentation, les chatbots, c'est comme ça, de dire tiens, je vais créer un être virtuel qui va faire semblant d'être humain. Le test Turing, c'est ça, hein, c'est de se faire passer pour humain. Et on a perdu beaucoup de temps et de détours. Voilà, donc il faut accepter qu'on cherche une autre voie. On a des objectifs assez clairs, scientifiques, qui du coup divergent de reproduire un humain. Merci beaucoup. Vous parliez à l'instant des jumeaux numériques qui nous permettent de pouvoir autrement comprendre le monde. Moi, ça me fait penser aussi au monde parallèle. Il y a quelques années, et vous en connaissez bien l'existence, on avait cette appétence pour les métaverses et se dire que peut-être que, alors certains y voyaient un prolongement de Second Life, d'autres y voyaient un monde nouveau. Aujourd'hui, on se rend compte que le métaverse qui suscitait beaucoup d'enthousiasme il y a quelques années a été mis de côté. Vous connaissez bien Monsieur Soli, Meta. Comment vous
penser qu'on peut éviter cet enthousiasme pour les métaverses qui s'est avéré pas possible? Comment on peut faire que les world models ne soient pas le cadre justement d'une vie parallèle, d'un monde parallèle qui parfois dans le métaverse pouvait agiter les consciences? On est dans un bouleversement technologique où on voit que se sont succédés plusieurs espoirs. Parfois on s'est dit bon, ça, peut-être qu'on y était. En quoi les world models évitent de pouvoir tomber comme d'autres révolutions technologiques à côté. Qu'est-ce qui peut aussi, dans le cadre éthique, vous préserver de cette vie parallèle? Quelles sont les limites que vous vous posez? C'est un petit retour en arrière pour espérer éclairer à la hauteur de ce qu'on a connu il y a quelques années sur le caractère radicalement différent, prometteur des modèles mondiaux. Merci, je vais prendre cette question. Il y a beaucoup de questions. Oui, l'entreprise Meta, à l'époque, pour laquelle j'ai travaillé, Alexandre quelques années également, avait lancé le grand projet du métaverse, qui n'a pas totalement été couronné de succès dans la vision qui avait été présentée, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact pour l'entreprise et pour la communauté scientifique de ce mouvement. Vous utilisez, et nous utilisons aujourd'hui des technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, dans tout un tas d'activités économiques, culturelles d'ailleurs, qui sont nées de ce mouvement-là. L'entreprise Meta a aussi beaucoup investi à cette époque, justement dans l'intelligence artificielle, car les deux étaient extrêmement liés. Si le projet initial, tel qu'il avait été montré d'ailleurs, notamment dans des vidéos, n'est pas exactement celui-ci, il y a 2 points, je pense, de réserve qu'il faut prendre. D'abord, il a toujours été exprimé que c'est un projet de long terme. Et vous avez néanmoins des réalisations dans des objets, dans des fonctionnements, dans des activités qui fonctionnent aujourd'hui. Je vous donne un exemple, ce sont les lunettes intelligentes et connectées. Meta n'est d'ailleurs pas la seule entreprise aujourd'hui à s'être lancée dans cette industrie. Et vous avez d'abord un succès commercial pour les consommateurs. Vous avez un succès industriel dans une alliance entre une très grande entreprise américaine, Meta, et une très grande entreprise européenne, italienne et française, Luxottica, et Silor, pour produire ces objets-là. Et on peut tout à fait imaginer que dans les années qui viennent, ce sont des objets qui sont extrêmement utiles, avec désormais de l'intelligence artificielle embarquée dans tout un tas d'opérations industrielles, notamment la maintenance. Donc bien sûr, tel qu'on l'avait vu, ou parfois tel qu'on l'avait rêvé, le projet n'est pas exactement celui qui avait été présenté. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les réalisations. L'autre élément, je pense, important, et c'est aussi ce qui nous anime, c'est qu'au fond, les révolutions technologiques, les cycles d'innovation sont faits de grands mouvements comme cela, avec parfois, en effet, des produits qui sont estimés qui ne sont pas forcément une réussite, mais qui donnent et qui ouvrent un cycle extrêmement important d'investissement, d'innovation, d'opportunités économiques de toutes parts. Et si le projet de Mark Zuckerberg n'a pas exactement réussi, regardez néanmoins l'entreprise qu'il a constituée, ou plutôt qui s'est développée depuis l'annonce du métaverse. Meta est devenue une entreprise plus forte. Meta est devenue une entreprise dont la capitalisation boursière a augmenté. Meta est devenue une entreprise qui, dans l'IA, compte. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est le mouvement que vous déclenchez. Et loin de voir des risques ou des menaces, cette entreprise et les entreprises qui ont été partenaires ont vu une opportunité. Nous raisonnons aussi comme cela. Nous pensons qu'il y a d'autres développements de l'intelligence artificielle, d'autres modèles qui vont être créés. Nous voulons simplement, avec ambition et humilité, être un des leaders de ce moment-là. Et certainement qu'il y aura plein de bouleversements, plein de développements, et quand on viendra dans 5 ans, j'espère que vous nous réinviterez, on fera un bilan ensemble, et au fond, on constatera, le plus important, c'est d'avoir initié un mouvement, d'initier une ambition industrielle, d'initier une ambition aussi scientifique, technologique, avec une équipe mondiale, mais une entreprise basée ici en France. Donc je pense que c'est la façon dont il faut voir aussi ce cycle-là, qui, s'il n'a pas réussi tel que la promesse initiale était portée, en réalité, pour l'entreprise et même pour la communauté des développeurs, la communauté économique, a été un mouvement extrêmement fort et en réalité, à la fin, plutôt bénéfique. Vous avez insisté sur le fait que le projet Amilabs, le siège était en France, que dans les levées de fonds, vous limitiez jusqu'à
30% l'origine américaine des fonds. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire qui favorise la souveraineté française européenne de l'IA? On l'a vu et vous l'avez souligné, on est plutôt à l'avantage des États-Unis ou de la Chine sur les LLM. Voilà, au-delà de ces points d'installation de sièges et d'installation, enfin, et de levée de fonds, et de Yann Lequin, mine de rien, c'est pas rien. Qu'est-ce qui garantit aussi que votre projet contribue à la souveraineté technologique, voire un peu plus même, cognitive, on pourrait dire, la souveraineté cognitive de la France et de l'Europe? Merci d'avoir posé cette question, j'attendais avec impatience. En fait, on a perdu le cloud. Aujourd'hui, plus de 75% des clouds qu'on utilise sont non européens, je ne parle même pas de France. Ensuite, on a presque perdu le génératif, l'IA générative. On a Mistral, heureusement, qui nous permet de... Voilà, mais pour 50 modèles aujourd'hui de LLM, de grands modèles de langage sortis par les Américains, il y en a 30 en Chine et 1 en Europe. Donc on est loin, on est parti, voilà. Et pourtant on avait tout, on avait les talents. Moi j'étais chez Meta il y a 10 ans, on faisait des réunions de l'équipe IA à San Francisco ou à New York, on parlait français, parce que presque toute l'équipe de Meta était française. Et en France, il s'est rien passé. Donc on a toujours ce problème où on a des talents et l'électricité, qui sont quand même les deux ingrédients de base pour faire de l'IA. Et on a du mal à... Voilà. Donc on a un peu... Nous, on pense qu'on a... Voilà, perdu, pas complètement, mais on est très loin derrière dans l'IA générative. Là, on voit une nouvelle branche qui démarre, une nouvelle phase de la révolution, et essayons d'être les premiers cette fois. Et donc ça c'est très fort dans notre construction d'entreprise. Peut-être c'est risqué, on va faire des erreurs, on va dépenser des millions parfois pour des choses perdues, mais on prend pour une fois, au lieu d'essayer de rattraper, on a une opportunité d'être nous-mêmes les leaders. En Chine, ils n'avaient pas de téléphone filaire. Ils ont décidé, au début des années 2000, de finalement jamais installer de téléphone filaire, de passer directement au mobile. Et ils étaient en avance sur tous les pays développés au mobile. De même manière qu'en Europe, on était en avance par rapport aux Américains sur les cartes de crédit avec des puces. Et ils avaient encore leur carte de crédit magnétique. Voilà. Quand on rate une étape, c'est plus facile d'être les leaders sur celle d'après si on se réveille. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Avilabs, d'être les premiers sur cette nouvelle phase de la révolution de l'IA. Donc, il faut équilibrer. Donc, l'envie de souveraineté, on l'a. On aurait pu créer l'entreprise partout dans le monde. Nos investisseurs disaient pourquoi vous ne le faites pas dans le Delaware, pourquoi vous ne le faites pas dans un paradis fiscal, ou même à Luxembourg. Ce sera plus simple. On dit non. On le fait, donc on l'a choisi. On a choisi de s'installer ici. Personne ne nous a forcé. Donc, juste pour démontrer qu'on a envie de participer à la souveraineté, à cet effort, à cet objectif, et que ça fait partie de notre ADN dans l'entreprise. Ensuite, la souveraineté, il faut savoir trouver le bon équilibre entre je fais tout en France ou en Europe, je ne dépends pas des autres, etc. Mais si vous faites trop ça, voilà, vous êtes acculé, vous êtes un acteur mineur qui va être dépassé tout de suite. Donc en fait, il faut trouver cet équilibre tous les jours entre être global, avoir des clients partout dans le monde, embaucher des gens partout dans le monde, mais aussi limiter les dépendances pour, si tout se ferme, si on veut vraiment être souverain, pouvoir l'être. Donc c'est pas une réponse simple. C'est plutôt un questionnement, je pense, un équilibre à trouver en permanence. En faisant cette destruction de notre capital, 30%, enfin un tiers, en construisant l'équipe très internationale chez Avilabs, en ayant ces 4 bureaux, voilà, c'est ça la mise en œuvre. Donc être souverain, c'est pas être enfermé chez soi en ignorant le reste du monde. Merci beaucoup. Donc on parle à l'échelle du monde, mais on a des réglementations qui sont européennes ou françaises. Il y a 2 ans, à peine a été mis en place la première réglementation sur l'IA. En quoi elle concerne vos activités?
en quoi elle ne la concerne pas. Quelles sont vos positions par rapport à l'actualisation, enfin la mise en place, l'implémentation de ce RIA? Quelles sont vos positions aussi sur des initiatives au niveau français qui permettent de reconnaître, alors plutôt dans le domaine des données culturelles, je parle notamment de la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat et qui vient dans les prochaines semaines à l'Assemblée. Vous nous avez dit tout à l'heure, bon, nous, on n'est pas vraiment sur ces données culturelles, mais pour autant, voilà, quelle est votre position par rapport à la réglementation? On a envie d'innover, il y a une réglementation existante. En quoi elle vous favorise, en quoi elle vous contraint, en quoi vous analysez l'existante et celle qui pourrait être souhaitée? Je pense que nous nous retrouvons comme entreprise assez bien dans les conclusions du rapport Draghi. Nous reconnaissons absolument le besoin de la règle. Et la règle doit être édictée par les autorités publiques démocratiquement élues. Mais quand je vous dis qu'on se reconnaît bien dans le rapport Draghi, au fond, le rapport Draghi, pour l'Europe, dit trois choses. Et c'est un Européen, c'est un grand Européen qui le dit, c'est ni un Américain ni un Chinois. Il dit que l'Europe a trop régulé. Et il fait le constat, vous l'avez tous lu, j'imagine, qu'on a en quelques années publié plus d'une centaine de textes pour l'industrie numérique au sens large dans l'Union européenne. C'est 3 à 4 fois plus que les États-Unis d'Amérique. Et qu'aujourd'hui, toute entreprise qui travaille dans l'Union européenne doit faire face dans cette industrie à près de 270 régulateurs. Le deuxième constat de Draghi est d'alerter sur le risque de fragmentation. La pire des choses pour une entreprise dans l'Union européenne, qu'elle soit d'ailleurs dans notre industrie ou dans toutes les industries, et vous pourriez interroger beaucoup d'entrepreneurs, je pense qu'ils diraient la même chose, c'est le risque de fragmentation et d'avoir affaire en réalité à 27 marchés et pas à un seul marché. Certainement, une des grandes frustrations de toutes les entreprises depuis près de 10 ans, c'est que la grande promesse du RGPD, au fond, n'a pas été vraiment tenue, qui était celle de dire un territoire, un texte, un juge. 10 ans après, hélas, force est de constater que dans tous ces domaines-là, on a affaire à des réglementations extrêmement fragmentées. Et que dès qu'il y a un texte européen, en réalité, il y a souvent des traductions nationales. Ce qui, évidemment, pour toutes les entreprises situées en Europe, est une barrière extrêmement difficile parfois. Troisième constat du rapport Draghi, c'est le risque d'instabilité. C'est-à-dire qu'un texte, l'encre à peine sèche, on pense déjà à en faire un autre. Alors, je le dis ici à l'Assemblée nationale devant des législateurs, donc je suis prudent et prenez-le avec beaucoup de respect. Mais c'est assez intéressant parce que nous observons, Alexandre l'a bien dit, une entreprise qui est éminemment globale, qui est évidemment dans notre industrie, dans notre marché, qui est mondial et compétitif de fait. Ces règles-là, ce constat-là est évidemment une barrière et un risque pour les entreprises européennes. Là aussi, ça a été très documenté, je ne veux pas être trop long, sur le coût d'alignement administratif des entreprises dans l'Union européenne par rapport à d'autres entreprises. Donc, si vous voulez, notre position est un peu celle-là, c'est de reprendre au fond les conclusions de ce rapport qui est très bien, qui alerte et qui dit qu'en effet, dans cette compétition mondiale, il faut faire attention, et je le dis diplomatiquement, de ne pas multiplier les freins, surtout dans une zone économique qui n'est pas en position de leadership et qui a à faire face à des géants économiques, à des entreprises extrêmement performantes, extrêmement bien capitalisées, qui vont extrêmement vite dans une industrie, on l'a dit, qui évidemment est extrêmement rapide. Donc voilà un peu notre position sur ces sujets. Je veux juste rajouter ça. On est souvent un peu arc-bouté sur les risques et la régulation, etc. Ici, c'est l'impression que ça donne quand j'étais à Singapour la semaine dernière, j'ai rencontré les gouvernements, dit voilà les problèmes qu'on a. Qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que les world models pourront faire pour nous, pour ces problèmes? Et ensuite, évidemment, il faut gérer les risques et les régulations. Et aux États-Unis, ils réfléchissent un peu comme ça. Et c'est vrai qu'on a ce qui est un peu surprenant, voilà, quand on est là, c'est qu'on pense d'abord aux problèmes et à écrire la règle, etc., avant de voir en quoi ça peut nous aider. On a eu beaucoup de débats ces derniers temps sur la notion de propriété intellectuelle sur les données culturelles, mais vous développez aussi de l'IP. Comment vous faites pour protéger cette propriété intellectuelle, puisque on est dans une concurrence mondiale? Comment on fait pour être suffisamment ouvert sur le monde, mais suffisamment aussi protecteur pour pas que le monde pique nos avancées, en fait?
Alors l'IP dans le logiciel, c'est très, surtout en Europe, on ne brevette pas en fait ce qu'on fait. Ça peut paraître surprenant. La protection dans l'IA, dans le logiciel en général, dans l'IA encore plus maintenant, c'est la vitesse en fait. Si vous allez tellement vite, vous embauchez les meilleures personnes dans le monde, ils sont motivés, il y a une bonne culture d'entreprise, ils ont envie de rester, et c'est ça la protection. Ensuite, vous arrivez voilà, à un modèle qui est suffisamment gros, entraîné, qui lui-même est très difficile à reproduire pour les autres. Mais on le voit bien dans l'IA générative que très difficile de protéger durablement les choses. Vous voyez, Anthropic a été fondé par des anciens d'OpenAI. Ils ont reproduit et maintenant ils ont tendance à dépasser ce que fait OpenAI, etc. Donc on ne peut jamais s'asseoir sur ses lauriers ou compter sur un brevet. On a des secrets de fabrication, mais la vitesse, c'est la seule protection à long terme. Je voulais venir maintenant sur la question de la culture comme expérience. Tout à l'heure, j'ai posé la question de quelle était l'utilisation des modèles mondes dans l'éducation. Mais dans la promesse de l'expérience culturelle, est-ce que vous voyez des applications qui peuvent être déjà définies? Est-ce que c'est une promesse d'enrichissement aussi, de découverte, d'accès à la culture que revêtent les mondes modèles? Nous pensons sur cette question que d'abord l'IA générative est quand même plus concernée avec le monde de la culture. Parce que notre travail n'est pas de fabriquer des modèles qui vont générer du contenu. Or, l'activité créative est quand même de générer un contenu. Un texte, une image, une vidéo, un film, etc. Donc je pense que la question s'adresse beaucoup plus au modèle d'IA générative en réalité. La deuxième remarque, très rapidement, c'est que nous voyons plutôt le lien assez fort entre innovation technologique et innovation créative. Et l'histoire a montré, si on remonte, allez, pas trop loin, mais disons à l'imprimerie, que chaque grande étape d'innovation technologique a engendré en réalité un grand moment créatif. L'imprimerie elle-même a permis une diffusion extrêmement forte du savoir et même des premières images. Si on remonte au XIXe siècle, ça a ouvert le chemin à la vraie photographie, puis ensuite au XXe, au cinéma, qui est devenu un art par lui-même. Donc c'est vrai que nous, dans les world models, l'impact sur la création culturelle n'est pas immédiat, et que pour l'instant, on l'a défini pas très très bien. Je pense que votre question est plus pour l'IA générative, où il y a des débats. Mais en revanche, ce qui nous intéresse comme réflexion, même si ce n'est pas l'objectif de l'entreprise, c'est plutôt de lier les deux et de voir les deux, au fond, comme une association créative. Et la technologie a toujours servi, au fond, l'art. Et on peut se rappeler que même de grands courants culturels, l'impressionnisme, sont nés après de grandes révolutions technologiques ou techniques qui ont permis aux peintres non plus de représenter le réel, mais de représenter le sentiment qu'ils avaient du réel. Ou de se mettre à aller, grâce au chemin de fer, peindre à l'extérieur, parce qu'on avait aussi inventé la peinture en tube qui permettait aux grands artistes, aux grands peintres français notamment, pas uniquement, d'aller peindre à l'extérieur pour la première fois, etc. Donc, dans la réflexion que nous avons, on cherche plutôt à lier les deux, et d'avoir plutôt une force créative de la technologie, plutôt que, comme Alexandre l'a dit pour certains autres sujets, un risque ou une menace. Très bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre audition. Moi, je suis absolument captivé par ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous taquinais sur ce que je pensais être un projet prométhéen, à savoir recréer le cerveau humain. Mais je vais vous taquiner encore un petit peu parce qu'en fait, vous avez tout à l'heure utilisé une formule que Lénine n'aurait pas reniée. Vous vous souvenez de la formule? Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et tout à l'heure, vous disiez, au fond, le progrès, c'est les talents plus l'électricité. Et nous avons ça en France. C'est ça. Nous avons ça en France. Alors, on a des centres de calcul, c'est vrai, mais on ne fabrique pas de puces, ils viennent de Taïwan, etc. Toute une série de ruptures que nous pouvons surmonter, que vous voulez surmonter par un cercle vertueux, qui est de ne pas tenter une souveraineté absolue. Ça n'a pas de sens, d'ailleurs, ça n'a plus de sens, s'il y en a eu un. Mais de regarder une souveraineté par intervention sur des nœuds, sur des rotules, où là, pour le coup, nous pouvons être leaders mondiaux, mais mondiaux.
pas seulement franco-français ou européen. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour nous. Ça va sûrement inspirer beaucoup à Madame la rapporteure des parties de son rapport qui sera déposé en juin prochain. Voilà, écoutez, Madame, Messieurs, merci beaucoup pour cette contribution à notre travail. Ça a été captivant. Bonne journée à vous. Merci.